Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Avec cette émission, nous passons la barre de la 10e. Waouh! Alors, au programme, énormément d'auteurs qui se sont illustrés ou pour lesquels on a eu de petits coups de cœur. Donc, nous allons parler d'abord de Si on est une femme convenable, de Chiara Stella Aquino Benitez. Nous parlerons également du dernier roman d'Edmé de Havre, Lovely Brunette. Nous aurons une chronique ou une critique de Bouquet artificiel de Méliane Sorgue. Et puis nous parlerons bien sûr de ce roman un petit peu, on va dire, c'est un road trip, on va dire. Une petite Belge en Anaote Aroa, Nouvelle-Zélande, de Coraline Bucher. Nous parlerons également des printemps de Benjamin Viam. Et puis, nous allons vous présenter, bien entendu, notre collectif. Je vous le rappelle, il est toujours en vente, mais oui, vous pouvez toujours l'acquérir. Et puis moi, je vais vous parler donc d'un certain nombre de bouquins. Celui de Bob Boutique, qui est aussi un road trip en Islande. Et puis, Parenthèse singulière de Christina Prévy. Ensuite, un recueil de nouvelles fantastiques, Étranges fractures dans Charles. Bien entendu, je vous ferai également une chronique du roman du road trip de Coraline Bucher. Enfin, j'aimerais vous parler de la revue, la toute dernière, hors série. Vous voyez, il y a plein de choses, c'est tout en couleur, il y a plein d'histoires que vous n'avez jamais lues, c'est très intéressant et c'est surtout très amusant. Eh bien écoutez, on va commencer. Ce qui a fait que ce roman a surgi, c'est que j'ai vécu toute une série d'événements un peu compliqués et que je me suis retrouvée vraiment pas bien du tout, où il n'y avait pas grand-chose de la pensée sur ce qui arrivait était possible. Et au final, j'ai ouvert l'ordinateur et je me suis dit, je sais même pas si je me le suis dit, mais c'était là, il fallait que j'écrive. Dans ce livre, dans l'écriture, il y a réellement des fulgurances. Si je dois donner un genre, je ne sais pas, c'est toujours compliqué de dire de quel genre, mais voilà, je dirais plutôt roman d'autofiction, sans avoir de définition précise de ce que c'est. Mais le point principal de ce type d'écriture, je crois, c'est l'écriture en jeu. Bon, et les thèmes sont, oui, c'est très lié au désir, au manque. Il y a beaucoup, ça aussi c'est un retour que j'ai, il y a beaucoup la présence du corps dans le livre. Il y a le fond de nature qui est important aussi et qui engage aussi la marche. Voilà, il y a beaucoup de montagnes, il y a un certain rapport à la marche, aux randonnées, à la nature, et donc là aussi il y a un mouvement du corps qui est très présent, mais pas que. Il y a évidemment de la sexualité, de l'intimité, les deux sont pas nécessairement liés, hein. C'est pas parce que c'est sexuel que c'est intime, mais voilà, on y retrouve ces thèmes-là aussi, et du coup voilà, c'est pas n'importe quel thème, et on peut pas être très neutre. Et puis il y a un rapport à l'angoisse et aussi à la vie, à la mort, etc. C'est un roman qui est publié aux éditions Chloé Délice, qui est une petite maison d'édition qui est une ASBL en fait, belge. Et dans la marche, dans la nature, il y a quelque chose qui est très apaisant parce que souvent, moi je suis plutôt une personne de tête. Je lis beaucoup, je me forme, je travaille avec ma tête. Et donc c'est vrai que ces moments-là d'être dans la nature, de marcher, de vider un peu la tête justement, de ne pas être que dans la pensée, mais de pouvoir en même temps être en mouvement dans le corps, mais pas dans la parole et pas nécessairement dans l'échange, je crois que ça libère une place aussi chez moi pour l'écriture qui fait que c'est pas, non seulement c'est pas qu'intellectuel, mais au contraire, en fait, ça passe du côté aussi du corps.
Je le regardais, mais pas dans les yeux, pas trop. Je souriais et je parlais de tout et de rien, feignant de ne pas avoir le cœur et les reins brisés. Parce que je le savais, que cela se terminerait de cette manière. Je voulais toucher ses mains abîmées par la cuisine, je voulais approcher mon visage et plonger dans son regard rieur, et puis qu'il m'embrasse à nouveau. Je ne l'ai pas fait. Un peu de dignité après tout. Je n'aurais pas supporté qu'il se dérobe.
je viens vous parler de mon prochain ouvrage qui s'appelle Lovely Brunette tout simplement. C'est un ouvrage sur ma maman. Lovely Brunette, elle ne s'est jamais appelée comme ça de son vivant, mais comme elle a connu les libérateurs américains et qu'ils ont donné des surnoms à toutes les jolies filles et les moches aussi, qui sont toutes devenues des Blondie, Sweetie Pie, Pumpkin, Baby Doll, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'entre eux, on ne peut pas imaginer que peut-être qu'ils en parlaient comme de Lovely Brunette? Voilà, ma maman n'était pas une célébrité, donc elle a droit à sa vie privée, c'est pourquoi ce n'est pas une biographie. Mais j'ai voulu faire une espèce de pêle-mêle avec des éléments de sa vie qui montrent sa personnalité, qui était extrêmement attachante. Donc voilà, avec ma maman, je me suis beaucoup disputée, comme le font toutes les filles. On avait toutes les deux un caractère très indépendant et très appuyé. Et on n'a jamais su, enfin si à la fin oui, mais pendant toutes les années où elle était supposée être ma maman, elle nous guidait dans la vie, on n'a jamais su se mettre d'accord sur le fait qu'on n'était pas d'accord. Et donc on se disputait. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on ne s'aimait pas ou qu'on n'était pas fusionnel, parce qu'en réalité, on était extrêmement fusionnel. J'ai habité souvent et longtemps à l'étranger, ce qui fait que comme on était des correspondantes acharnées toutes les deux, on s'est échangé, je ne peux imaginer combien de lettres durant toutes ces périodes d'éloignement. C'était 2 à 3 par mois, certainement. Et on racontait absolument tout. Donc voilà, écrire une lettre, ce n'est pas comme avoir une conversation. Comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Écrire une lettre, c'est prendre la décision, maintenant je me mets à mon bureau et j'écris une lettre. On prend son papier, on prend son stylo avec une encre qui glisse bien et on met en mots écrits tout ce qui s'est passé. Donc on organise bien. On prend soin à ce qu'on raconte. On peut les relire, les lettres, et on peut les retrouver des années après. Elles ne sont pas déformées, contrairement aux conversations qui se déforment toujours dans le souvenir. Alors, elle venait d'une famille de personnes très indépendantes de pensée, donc elle a elle-même grandi comme ça. Elle trouvait que si elle n'était pas d'accord, ben, elle n'était pas d'accord. Elle ne devait pas se forcer à être d'accord, sauf parfois par éducation, on fait des compromis. Là, ces compromis-là, elle les a faits. Mais sinon, elle n'en a pas fait beaucoup. Elle a appris à vivre de façon très indépendante, finalement, et insouciante du qu'en dira-t-on, jusqu'à un certain point quand même. Et elle m'a transmis tout ça. J'ai trouvé que c'était une personne très amusante, elle était très fantaisiste. Tout ça vient dans le livre, elle était vraiment comique. On avait des surnoms pour tout et pour tout le monde. Elle adorait les animaux. Quand elle m'écrivait, c'était toujours caresse à petit chat et fifi, et comment vont tes petits animaux. Enfin voilà, c'était, et moi aussi, on s'échangeait des nouvelles sur nos animaux, leurs soucis de vétérinaire. Et elle est partie d'une enfance assez amusante à une vie qui était quand même difficile, mais elle savait reprendre le dessus, tout en ayant beaucoup de tristesse à l'intérieur d'elle-même. Mais elle, voilà, avec moi, elle ne l'a jamais fait peser. Et les dernières années où elle s'est préparée à son grand départ, dont elle parlait plutôt avec philosophie, elle disait que voilà, c'était son repos éternel et qu'elle l'avait bien mérité. Elle a organisé tout ça avec énormément de dignité et d'élégance, je dois dire. Alors voilà, ce sera donc mon prochain roman, prêt à sortir, Lovely Brunette, tout simplement, sur ma maman. Merci.
Aujourd'hui, je vous présente un livre de Méliane Sorg, je veux toujours dire Eliane ou voilà, Méliane Sorg, qui s'appelle Bouquet artificiel, qui est paru chez Chloé Delis il y a 1 an ou 2, je crois, et qui nous présente 3 femmes en nom de fleurs et plus ou moins une 4e qui s'appelle Rose. Et Rose est celle qui, en fait, les aide à mourir. Donc le livre commence pour chacune à l'époque où elles ont fini leur vie. On nous les présente donc une par une. La première s'appelle Violette. Elle est née dans un milieu pas très favorisé, des gens qui travaillent dur, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui n'ont pas la place pour les tendresses et ils n'ont pas le temps. Ils travaillent et ils sont effarés du résultat de leur union quand ils voient leur petite Violette, qui n'est pas très belle, elle n'a pas de cou, elle a des petits yeux qui lui donnent un air idiot. C'est elle qui dit ça d'elle, la pauvre. Voilà, elle n'est pas très gâtée. Et elle nous présente un peu ses parents. Elle dit « Mon enfance ne connut pas de douceur, la chaleur affective. Mes parents ne manifestaient pas d'amour à mon égard, ni entre eux. Les sentiments n'avaient pas de place au sein de la famille. Je ne me souviens pas d'un geste de tendresse, d'un baiser, d'un sourire. Seul le travail était important dans ce milieu ouvrier et la respectabilité qui devait en découler. Mes parents partaient tôt chaque matin pendant mon sommeil. Ils rentraient tard, harassés de fatigue, de mauvaise humeur, mécontents de leur journée, ne pouvant pas me porter l'attention que j'attendais, me donner les caresses que je réclamais. Ils me regardaient sans me voir, ils ne se souciaient que de ma santé physique. » Donc voilà, on comprend que c'est pas drôle, mais c'est tout ce qu'elle connaît, donc elle ne compare pas avec d'autres. C'est à la fin de sa vie qu'elle fait ce constat. Puis on arrive où elle a 13 ans, donc elle dit à l'âge de 13 ans, lorsque j'ai mes premières règles, ma mère me dit pour toute éducation sexuelle, désormais tu ne devras pas dormir avec un garçon. Interdiction d'autant plus étonnante pour moi que je ne connaissais pas de garçon et qu'il ne m'était jamais venu à l'idée d'en amener un dans mon lit. Le chat me suffisait, à moins que le chat ne se transforme en jeune homme. Comme je n'avais pas lu le moindre conte pour enfants, loin de moi l'idée de l'animal qui se métamorphose en être humain. Une mère est parfois malhabile à expliquer le pourquoi du comment. Bon, je dois quand même vous dire que le livre se situe, toutes ces jeunes filles grandissent durant la Seconde Guerre, donc c'est quand même une autre époque que j'ai presque connue aussi. Donc voilà, le schéma est différent et on prépare une jeune fille à son mariage. C'est à son mariage que sa vraie vie va soi-disant commencer. Donc nous arrivons là, j'avais préparé mon trousseau et me réjouissais à l'idée de dormir dans mes draps neufs agrémentés de dentelles et de broderies pour un effet plus luxueux et personnalisé. Ma mère avait dissimulé sous notre oreiller, petit clin d'œil aux jeunes mariés, un petit sachet de Viola odorata mélangé à de la Lavandula angustifolia, car selon les légendes qui remontent au Moyen-Âge, ces fleurs mêlées prédisposent à l'amour physique grâce à leurs effluves sensuels. Malheureusement, ça va vraiment, voilà, son mariage va être le début de l'horreur. Pour elle, c'était une époque où on ne préparait absolument pas les jeunes filles, les jeunes gens non plus d'ailleurs, et ça va être affreux et déterminant pour le reste de sa vie. Elle va détester son mari, et malheureusement, elle va se raccrocher à l'enfant qu'elle en aura, mais d'une façon qui n'est pas saine, mais qu'on peut comprendre. Et donc, à la fin de sa vie, mais Violette voilà, se rend compte du tort qu'elle a fait à l'un et à l'autre, et fait le voyage en arrière pour revisiter sa vie et probablement comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé. Voilà, ça c'était pour Violette. La seconde fleur de notre bouquet, c'est Anémone. Anémone, elle est née dans un milieu plus aisé, et vraiment très anticonventionnel, donc qui n'est pas finalement confortable non plus. Mes parents n'étaient pas des êtres ordinaires, ni dans leur comportement, ni dans leurs pensées profondes.
Ils étaient peut-être en avance sur leur temps, si c'est possible, car on n'a peut-être que de son temps, dans son temps, ce sont les autres qui sont en retard. Ils vivaient très librement, en ayant de nombreuses relations amoureuses, chacun de son côté, l'un n'entravant pas l'autre, ce qui était exceptionnel avant la guerre de 39-40. Ils étaient beaux, ils plaisaient, ils en profitaient. C'était du carpe diem dans cet appartement assez luxueux, meublé avec goût, comme une annexe du Grand Trianon. Bien sûr, je ne pris conscience de tout cela qu'à l'adolescence. Et elle aussi, elle va... elle se pose beaucoup de questions avec sa cousine, elle se demande quel genre de mari elles aimeraient, quel genre de mariage elles attendent. Et évidemment, c'est tout très beau, hein, les projets sont magnifiques, comme chez toutes les jeunes filles d'ailleurs, puisque à l'époque, il n'y avait pratiquement pas d'échappatoire au mariage, à part être une vieille fille ou une nonne, hein, ou alors une femme pas sérieuse, bien sûr, mais alors c'était pas tellement souhaitable. Donc, la voilà livrée à la recherche du mari. Ma mère commença ainsi son recrutement selon un rituel qui s'instaura au fil de l'année de mes 18 ans. Comme j'étais encore mineure, puisque la majorité était à 21 ans à l'époque, je devais me plier à l'autorité parentale et me laisser présenter comme un bel objet d'art dont on débattrait du prix et des capacités de l'acquéreur. Alors au début, finalement, le mariage, elle aimerait bien encore un peu retarder et faire autre chose. Donc elle repousse les prétendants qui lui posaient des questions, toujours le même genre de questions. « Que faites-vous, mademoiselle, comme études ?» Ce qui appelait la réponse « des études d'infirmière. » « Pourquoi avez-vous choisi cette voie ? » « Parce que je ressens le besoin d'aider les autres. » « Tenez-vous vraiment à exercer ce métier ? » « Oui, pourquoi me demandez-vous ça ? » « Parce que je préférerais une femme au foyer, une épouse qui resterait à mes côtés et qui élèverait nos enfants. » Ce n'est pas mon idéal, c'est un schéma décevant, loin d'être attractif. Telle était ma réponse lorsque le prétendant ne me plaisait pas. Donc évidemment, elle en écarte pas mal comme ça, jusqu'au jour, au maudit jour où il y en a un qui finalement l'emporte. Il est très beau, elle est très belle elle-même aussi d'ailleurs. Et voilà, là elle est toute prise, elle est toute amoureuse. Et malheureusement pour elle, même scénario que pour l'autre, la nuit de noces est une horreur, une véritable horreur, qui la laisse très choquée. Et elle essaie de s'en ouvrir à sa mère, qui finalement lui dit simplement de s'y faire, quoi. C'est comme ça, pour les mariages, c'est comme ça que ça se passe. Et elle l'a supporté aussi, et qu'il vaut mieux qu'elle supporte ça, et qu'elle se dise que si son mari la trompe, c'est encore mieux. Et elle va également avoir un enfant, et bien entendu, elle va rejeter aussi tout son amour et toutes ces nostalgies sur cet enfant, et ça va également mener à quelque chose de très sombre et de très triste, auquel elle repense à la fin de sa vie en présence de Rose, qui lui fait oublier qu'il est à passer de l'autre côté. La troisième et la dernière de nos fleurs est Marguerite, qui elle est née aussi dans un milieu tranquille, si on veut dire, hein. Mais pas très riche, parce que son papa est décédé en 14-18, et donc sa mère est veuve de guerre avec plusieurs enfants, donc ce n'était pas facile quand même. Et donc à un moment donné, un monsieur, quand elle est en âge de se marier, puisqu'on est toujours le mariage, l'étape après la naissance, c'est le mariage, il y a un monsieur qui se présente, qui est plus âgé, et qui dit qu'il est intéressé à elle, et il aimerait l'épouser. Les parents, la maman, puisque le papa n'est plus là, la maman toute seule, est quand même contente, et en réalité, elle vend pratiquement sa fille, parce qu'elle dit oui, mais j'en ai besoin, elle rapporte de l'argent à la maison, et ce personnage est riche, et il lui donne une grosse somme. Donc il vient chercher Marguerite,
Et elle lui dit, mais pourquoi m'avoir choisi? Vous devez connaître d'autres personnes. Je t'ai vu dans ton berceau lorsque tu étais bébé. Je t'ai connue toute petite. Et maintenant, je te vois belle jeune fille pleine de qualités. Je vais t'aider à devenir adulte dans de bonnes conditions. Ma mère n'a plus besoin de moi. Ta mère a besoin d'argent et je vais lui en donner. Ta mère veut également ton bonheur. Elle sait qu'avec moi, tu auras plus de chances d'y accéder. Est-ce que j'aurai de belles robes? Oui. Est-ce que j'aurai aussi des chaussures neuves? Oui, tout ce que tu voudras. Tu iras chez coiffeur aussi. Est-ce que nous prendrons la voiture pour aller faire les courses? Oui, elle te plaît cette voiture. J'aimerais apprendre à conduire. Je serais si fière de conduire une voiture. Et heureusement pour elle, voilà, elle n'a pas une noce épouvantable. Ce monsieur est extrêmement gentil, délicat, généreux. Tout ce qu'il veut d'elle, c'est qu'elle lui fasse de bons petits plats, parce qu'il est gourmet, il aime bien manger. Et il veut un héritier, parce que sa première épouse ne lui en a pas donné. Donc, elle est gâtée, elle est très gâtée, elle est heureuse, et elle a un enfant. Et malheureusement, bon, son mari va mourir. Il aurait pu vivre encore un peu, mais voilà. Et bon, sa vie sera quand même plus calme que celle des deux autres. Malheureusement, elle aussi perdra son enfant. Donc c'est ça qui réunit ces trois femmes, si on veut, c'est que toutes les trois, deux ont souffert de leur mari, leur troisième pas, mais toutes les trois ont perdu un enfant. Et donc elle perd son enfant et c'est quelque chose dont elle ne se remettra pas. Et elle fait une constatation, elle dit « La mort fait partie de la vie, de toute vie. Elle surprend toujours, elle sème la panique, la souffrance, alors qu'on devrait être mieux préparé et l'affronter avec une certaine quiétude. Nous sommes entre la vie et la mort à partir de notre naissance. Il faut l'oublier assez pour vivre dans une certaine sérénité et s'en souvenir un peu pour ne pas survoler l'essentiel. » C'est donc un livre qui donne à penser. Il y a beaucoup de morts, enfin de notion de la mort, hein, pas des morts en quantité, mais la notion de la mort y est tout le temps, puisque ces trois femmes retournent sur leur vie alors qu'elles sont mourantes ou déjà mortes. Voilà. J'ai trouvé que c'était un livre qui reflétait très bien son époque, les diktats de cette époque. Et on sent que l'auteur probablement a été en proche contact avec les milieux qu'elle décrit. Enfin, ça m'a donné cette impression-là. Et voilà, je vous le remontre de nouveau. Bouquet artificiel de Méliane Sorg chez Chloé Delis. Un tout bon livre. Merci. Bonjour tout le monde. Eh bien, le voici, le voilà, tant attendu. Mon nouveau livre, Une petite Belge en Aotearoa, Nouvelle-Zélande, publié chez Chloé Delis, que je remercie infiniment pour cette nouvelle chance. Il s'agit d'un récit autobiographique qui raconte mon année vécue en Aotearoa, Nouvelle-Zélande. Aotearoa est le nom maori, qui signifie la terre aux longs nuages blancs. Je trouve ce nom vraiment magnifique et très important à répandre le plus possible. Voilà, ce livre, c'est une sacrée fierté pour moi, car cette histoire est la base de la personne que je suis aujourd'hui et de la vie que je vis à présent. C'est également un récit dans lequel je sors de ma zone de confort très souvent, notamment à la découverte de l'alpinisme, à la redécouverte de l'escalade en extérieur, de l'escalade en multi-pitch, mais également avec la redécouverte de l'amitié et la redécouverte de l'amour et des partages en famille. Donc voilà, ce livre, j'en suis vraiment très très fière et très heureuse de pouvoir le partager avec vous. C'est principalement un récit écrit, mais chaque chapitre comporte ses propres photos qui sont en noir et blanc, mais qui seront également disponibles en couleur sur ma page Facebook qui s'appelle Une petite Belge.
Cette page présente également mon premier livre, car c'est un second livre dans une série. Le premier s'appelant Une petite Belge en Australie. Donc voici le deuxième. J'espère qu'il y aura un troisième plus tard. Ils sont tous les deux commandables via ma page Facebook auprès de mes parents. Également sur la page internet de Chloé Délices. Et il sera en dépôt-vente dans les 3 librairies de ma région de naissance. La papeterie des Ardennes à Bouillon, la librairie de la Gare à Bertry et la librairie Le Temps de Lire à Livramont. N'hésitez pas à me contacter par message pour partager sur cette histoire. J'habite en Aotearoa, Nouvelle-Zélande, donc pouvoir partager par message, par internet est mon mode principal de communication. Je vous souhaite une magnifique découverte. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Et voilà, n'hésitez pas à partager avec moi. C'est avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup et bonne découverte. Alors vous entendez les cigales, c'est le mois d'août, c'est les vacances, c'est l'un des mois de voyage. Et puis pour moi, le voyage, c'est quoi? C'est avant tout une passion. Alors lorsque Coraline Bucher a sorti son tout premier ouvrage, Une petite Belge en Australie, eh bien j'ai hésité. Et puis en regardant ma pile de livres à lire, j'ai abandonné. Mais lorsqu'elle a en fait publié son second ouvrage, impossible de résister. Je l'ai dévoré et je m'en suis voulu de ne pas avoir lu le premier d'ailleurs. Je peux vous assurer que c'est prévu. Alors, l'auteur nous raconte une aventure, de celle, vous voyez, avec un grand A. Entre paysages grandioses et exploits physiques, les rebondissements de ce voyage nous entraînent toujours plus loin avec un maître mot comme lien inextricable qui relie chaque protagoniste, l'amitié et l'amour naissant. Alors, le lecteur plonge dans une recherche permanente du dépassement de soi et se demande jusqu'où Coraline sera capable d'aller. Voyage intérieur au cœur d'un décor absolument sublime, somptueux, qui nous interpelle. Et je peux vous affirmer qu'en refermant ce road movie de 352 pages, vous n'aurez plus qu'une seule envie, c'est d'y aller, dans ce pays absolument incroyable. Facile à lire, ponctué, vous voyez, de photos et puis de cartes. Coraline Bucher, en fait, nous propulse dans un environnement aux senteurs de brume, de sueur, de poussière et d'humidité où épuisement et plénitude ne font qu'un. Alors, un conseil, laissez-vous porter par les mots, par le rêve du voyage qui restera, je vous l'assure, gravé dans un coin de votre mémoire. J'ai adoré, c'est un vrai coup de cœur. Aujourd'hui, c'est un petit livre, un petit roman, mais très complet, très chouette, de Benjamin Williams, qui s'appelle Les Printemps, dont je vais vous parler. Alors, Les Printemps, c'est quoi? Eh bien, l'auteur décide que l'auteur, on sent que c'est l'auteur, je veux dire, c'est un personnage qui décide qu'il va rencontrer son grand-père et avoir une conversation avec lui, tout simplement. Donc, il n'y a pas un crime ni rien. Alors, je vous lis le début. Pour personnage principal, je choisirai mon grand-père, parce que j'ai toujours lu dans ses yeux cette drôle d'incompréhension, ce grain de folie. Je narrerai une simple discussion entre nous, peut-être aussi parce que cette discussion n'aura plus jamais lieu, parce qu'il a laissé l'irréel prendre un peu plus de place dans sa vie et que quelque part je l'envie pour ça. Donc voilà, il décide d'un rendez-vous avec son grand-père. Ils vont se rencontrer à la gare de Gembloux. Pourquoi la gare de Gembloux? Parce que son grand-père a toujours aimé la gare de Gembloux. Et à la gare de Gembloux, ils vont s'arrêter, je crois, ils ont rendez-vous sur le quai numéro 5, celui qui va vers Namur, parce que c'est une jolie ville.
Voilà, c'est tout simple. Donc, effectivement, il se donne rendez-vous à cette gare, sur un banc, et commence une belle discussion dont on ne sait pas si elle va déboucher sur quelque chose de capital et de très important, ou simplement la chaleur d'une discussion à deux. Alors voilà, mon grand-père est là, il arrive, sur le petit banc, il regarde des hommes en ciré jaune, s'affairant à faire je ne sais quoi. Peut-être que lui sait, ou peut-être se dit-il, de mon temps c'était pas comme ça. Il sourit en tout cas, il a l'air bien juste là, il a l'air d'être chez lui. En réalité, les gens ne changent pas, et les trains non plus. Les gens vivent et les trains passent. Et donc, il s'installe et il se met à parler à bâton rompu. On peut dire ça va dans toutes les directions, ça s'arrête à tous les arrêts nécessaires. Voilà, le temps qui change les choses. Surtout le grand-père, ben voilà, de son temps, c'est pas comme du temps de son petit-fils. Il y a aussi des réflexions, voilà, est-ce que c'est tellement bien la liberté, le droit, parce que voilà, on a gagné le droit de voter, mais on est obligé d'aller voter, donc est-ce que c'est un droit ou une obligation? Voilà, ce sont toutes des discussions comme on en a en fait entre amis ou entre parents. Voilà, il y a la politique, est-ce que le grand-père aime bien, est-ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il est d'accord? Il y avait des choses assez importantes, enfin, que je trouvais des réflexions, mais il me connaît aussi, il sait que l'actualité et la connaissance m'insupportent, parce que ce n'est pas ça que je veux entendre, parce que les malheurs y sont si condensés qu'ils en deviennent légion, qu'ils s'incrustent comme une norme, un quota minimum, parce qu'ils replacent dans votre salon les larmes, les peurs et les conneries du bout du monde. C'est comme si chaque soir, entre 20 et 21 heures, vous deviez assister à tous les enterrements de la région. Voilà, c'est un petit peu, c'est pour vous donner le ton du roman. C'est vraiment très bien. Évidemment, ça n'a pas réellement lieu, mais c'est comme si ça avait lieu. On sent qu'il y a une très belle connexion entre l'auteur et son grand-père. Et voilà, je ne sais pas, finalement on trouve le grand-père très, très, très sympathique et avec des opinions bien à lui. Et je vous conseille ce livre, moi je l'ai vraiment bien aimé. Donc, Les Printemps de Benjamin Williams chez Chloé Delis. Merci.
voici, je vous présente le dernier collectif publié par Chloé Delis. Donc, ça a été pris comme un jeu au départ, et puis finalement, ça s'est révélé très, très instructif et très amusant. Ça s'appelle Tribulation d'auteur. Et donc, on a demandé aux auteurs d'écrire soit une fantaisie, soit un véritable souvenir sur leur tribulation d'auteur. Donc, nous sommes plusieurs. Je vais vous dire les auteurs. Il y a Séverine Bazis, Micheline Bolland, Bob Boutique, Christine Brunet, Luce Caron, Alain Charles, Claude Colson, Karine Laure-Desguin, Bettina Formand, Jean-François Foulon, Jennifer Plataretz, Martine Plataretz, Christina Prévy et moi, Edmé de Havé. Alors, je ne vais pas vous lire tout, mais c'est vraiment bien parce qu'il y a tous les ressentis des auteurs. Il y a Séverine, par exemple, Séverine Bazis commence, finalement, elle raconte quelque chose qui est vraiment arrivé et qui est très positif. C'était la présentation d'un de ses livres par des gens vraiment qui avaient envie de la présenter et de partager leur découverte. Donc, elle a une expérience vraiment positive. Puis, Micheline Bolland. Alors, Micheline Bolland, j'étais très contente de retrouver sa plume. Elle vous donne la recette pour devenir un auteur de succès. Mais alors là, ça marche. Hein. Mais, il faut le lire pour le savoir. Alors Bob Boutique, toujours notre Bob fantaisiste qui nous explique que son ami Cricri pratiquement le prend à la gorge pour qu'il se dépêche de pondre son texte, et alors voilà, il est bien obligé. Micheline, voilà, je vais vous lire, je lis au hasard, je ne choisis pas les auteurs, hein. Mais là, comme j'ai parlé de Micheline, un jour, j'avais vu Roland entrer dans sa guimbarde et l'idée avait jailli en moi. Je commençais à m'informer à son sujet. Pour sûr, Roland n'était pas riche. Il occupait un emploi de professeur de français. Son épouse était institutrice. Ils avaient 3 garçons et à ce qu'on racontait, leurs jumeaux allaient bientôt commencer des études universitaires. Le budget de la petite famille devait être serré. Ne lui fallait-il pas encore rembourser une partie du prêt contracté pour l'achat de la maison ? Juliette Le Sable, l'épouse de Roland, n'était-elle pas une cliente fidèle d'une boutique de seconde main et d'un hard discount? Alors là, on a tout le regard typique de Micheline, que je vous laisserai découvrir. Je prends au hasard Luce Caron, qui parle d'une certaine Julie, qui avait toujours voulu être écrivaine, mais Gallimard n'était pas intéressée. Elle ne comprend pas, tous les auteurs qu'elle aime sont chez Gallimard. Elle s'imaginait aux portes de la gloire, mais le seuil l'a refusé. Elle attend encore la réponse des éditions de Minuit qui tarde à venir. Une chose est sûre, elle ne sera pas en stock. Et alors, il y a les désillusions, il y a aussi, ceux qui donnent une espèce d'avertissement avec leur vécu des salons de lecture. Karine Laure, je ne me souviens plus, j'ai tout lu, mais comme ils sont tous très... Christina Prévy, c'est un jeu de cache-cache pratiquement. Alors une autre ici, Bettina Formand. Oh là, la pauvre... oui, alors, merci de nous avoir confié votre manuscrit. Malheureusement, il ne s'inscrit pas dans notre ligne éditoriale. Nous vous invitons donc à le soumettre à une autre maison. On a tous reçu ça. Quelle bande de nazes, ils ne savent pas à côté de quoi ils passent. Tant pis pour eux. Et, bon, c'est pris avec... voilà. Karine Laure, maintenant je me souviens. C'est quelque chose qui est aussi réellement arrivé. C'est un espèce de tour de passe-passe lors d'un salon du livre qui est assez cocasse. Et voilà, je ne vous les présente pas tous parce que, alors là, c'est en éliminer certains, ce n'est pas bien. Mais je vous conseille parce que ça m'a fait découvrir des plumes de certains auteurs que je ne connaissais pas du tout et retrouver d'autres, j'étais contente. Et puis il y a quand même beaucoup d'humour, on ne se prend pas trop au sérieux quand même. C'est illustré, il y a des dessins, il y a des illustrations très jolies d'ailleurs. J'essaie d'en voir une, voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais
Il y a le portrait des auteurs également, chaque fois, donc on peut voir à quoi on ressemble. Et ben voilà, je ne peux que vous le conseiller. On découvre des plumes qu'on n'avait pas encore vues, et ça fait un bel oiseau. Voilà, merci et bonne lecture. Eh bien, je vous propose maintenant ma toute première chronique de la soirée Étrange fracture d'Alain Charles. Ce sont des contes fantastiques, tous plus surprenants les uns que les autres. Ce sont 4 récits, pas si courts que ça, mais qui vous tiennent en haleine de la première page à la dernière page. Alors, chaque fois, l'auteur semble susurrer à son lecteur « c'est tentant, hein, mais non, n'y allez pas. » Ben, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On plonge. Et forcément, à chaque fois, on ne s'attend pas à l'endroit où l'auteur va nous mener. Donc, en fait, c'est à chaque fois très, très amusant. Alors, chaque nouvelle est construite comme un parcours initiatique, on va dire, qui commence dans le quotidien classique pour chaque personnage et qui va le propulser dans un univers parallèle qui transforme lentement le héros. L'ambiance est prenante, collante, l'expérience est immersive. On joue avec la vie et la mort, on se joue du destin, le temps semble dérailler. Alors, Alain Charles nous propose là une nouvelle facette de son talent. Il s'agit là d'un recueil de 100 pages à déguster réellement sans modération.
vous parler de Parenthèses singulières de Christina Prévy. Alors c'est un petit recueil de nouvelles de 57 pages, vous voyez, c'est écrit gros, ce sont toutes petites nouvelles, toutes petites histoires émouvantes et ou poétiques avec un lien sous-jacent à part l'une d'entre elles, le temps qui passe. Alors l'auteur joue avec ses personnages, des personnages très singuliers, bien différents les uns des autres. Alors entre contes et mini-histoires, le lecteur s'évade, il sourit et il tourne les pages sans réellement s'en rendre compte. On voyage au cœur de 8 mini-univers touchés par les mots, par les images et le destin de ces êtres singuliers, animés ou pas d'ailleurs. Et de 3. Bluff est le troisième volet de la trilogie du Bulldog et de la Petite, dans laquelle on retrouve dans une aventure mais totalement différente Johan et Liv, les deux héros, un peu déjantés mais fichtrement sympas, de 2401 et Carrosse. Alors, comme d'hab, une enquête sans intérêt qui démarre devant un barbecue familial pour se déchaîner dans l'océan Arctique et au milieu des volcans de l'Islande, très actuel, qui risque de déranger, de choquer même, car il remet beaucoup d'idées reçues en question. Une seule garantie, ça va déménager. Bob Boutique, eh bien tous les anciens de Chloé Délices connaissent forcément. C'est un nom incontournable pour leur promo, l'initiateur d'Actu TV, des portraits chinois, l'auteur de 3 contes bizarres, souvent très bizarres, les 10 petites négresses, d'un triptyque constitué de 3 thrillers époustouflants, 2401 KO et Bluff, et plus récemment d'un road movie intitulé Les aventures de Bob Boutique en Islande. Alors croyez-le ou pas, mais juste après sa publication, je suis également allée en Islande sans bouquin sous le bras pour vérifier eh bien, si ce qu'il avait dit était vrai, hein, parce qu'avec notre Bob international, eh bien non, tout est rigoureusement exact. Les descriptions qui fleurent les vastes étendues volcaniques et glacées, les spots touristiques où il y a quand même un peu plus de touristes qu'à l'époque, le geyser qui inspire toujours de la même façon, avec un peu plus de monde autour. Il y a les routes désertes qui serpentent sur les champs de lave, parfois verdoyants, et puis les chemins de traverse qu'il vaut mieux éviter avec une petite voiture qui est dépourvue de 4 roues motrices. Seuls les prix ont flambé, mais comme partout ailleurs. Alors Bob y est allé en famille à l'époque, donc c'était il y a 10 ans, avec sa femme et son fils. Et le pays, comme ses paysages et sa population l'ont tellement marqué qu'il a eu envie de partager en fait son aventure. Il partage donc de nombreux avatars, parfois amusants, parfois surprenants, parfois stressants, beaucoup de surprises, quelques ornières et puis les choses à faire et surtout à ne pas faire, mais que Bob forcément a fait, hein, pour ceux qui le connaissent, voilà, c'est incontournable. L'écriture est, comme avec Bob, toujours très naturelle, nerveuse, précise, très rythmée, un peu comme un roman, vous voyez. Et il nous entraîne vraiment sans une once d'ennui, sans une seconde où on aurait envie de poser le bouquin dans l'un des pays hors normes de notre Europe, dans tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a découvert, et il nous transmet en fait avec on va dire, une efficacité diabolique, cette envie d'y aller, d'aller sur place et de partir également à l'aventure dans cette nature sauvage et préservée. Alors bravo Bob, tu nous révèles ici une nouvelle facette de tes talents d'écrivain et j'ai hâte réellement de découvrir ta
prochaine publication, ta prochaine création, qui va être une bande dessinée, mais oui, avec Bob le Belge et un temps décalé, que j'ai découvert avec grand plaisir en avant-première.